Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, il est 9h34. L'information a été diffusée en début de semaine. Nordal Lelandais perd. Alors, Nordal Lelandais, je rappelle, est en prison. Il est en prison perpétuité, condamné à perpétuité pour le meurtre de Maëlys. 22 ans de sûreté à côté de cette condamnation à perpétuité, et puis il a été condamné aussi à 20 ans pour le meurtre d'Arthur Noyer. Bien, vous vous souvenez évidemment, Nordal Lelandais, l'ancien maître chien, qui purge ses peines de prison et qui sera père. Alors, ça a suscité émotion chez beaucoup, et débat. Peut-on avoir des enfants alors que l'on est incarcéré? Un détenu doit-il être autorisé à créer une famille? Avoir une vie sexuelle en prison favorise l'insertion ou la réinsertion, ça tout le monde en est d'accord. Mais beaucoup se demandent se disent qu'il faudrait interdire aux détenus d'avoir une vie sexuelle. Y a-t-il une volonté de vengeance derrière cela? Je sais pas moi, faire souffrir l'autre, même si la justice est passée. Enfin, l'émotion médiatique, encore une fois, s'est emparée du sujet. J'ai horreur de l'émotion médiatique. Vous le savez. Donc, on va essayer d'éviter l'émotion médiatique et essayer d'expliquer en quoi un détenu peut ou ne pas avoir une vie sexuelle en prison, en quoi ça serait bien qu'il ait une vie sexuelle en prison ou pas, derrière le cas Nordal Lelandais. Pour en parler, maître Julia Courvoisier, qui est avocate au barreau de Paris, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, et maître Loïc Guérin, qui est avocat pénaliste, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction, Julia Courvoisier? Moi, ma réaction, elle est celle de toute personne, c'est-à-dire un petit peu comme la famille, d'abord étonnée, peut-être aussi un peu dégoûtée. Oui. Ça, c'est ce que vous dites, c'est l'émotion. C'est l'émotion de l'information. L'émotion de la famille que l'on comprend. Mais bien sûr. Ceux qui ne sont pas de la famille, c'est autre chose. Mais l'émotion de la famille, on la comprend. On la comprend, on doit la respecter et on doit l'accepter. Mais on ne peut pas faire de l'information et on ne peut pas réfléchir dans l'émotion. Il faut qu'on prenne effectivement un peu de hauteur et qu'on comprenne le sens de la loi. Parce qu'en réalité, Nordal Lelandais a bénéficié de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire parfois de bénéficier d'UVF, c'est-à-dire unité de vie familiale, pour pouvoir rencontrer une compagne et avoir un moment d'intimité, un moment privé, et éventuellement, effectivement, pouvoir construire une famille. En sachant quand même que les UVF, c'est une particularité, le principe. Unité de vie familiale. Exactement. Le principe, lorsque vous avez des visites au parloir, les détenus ont le droit de recevoir leur famille. Dans un parloir, il ne doit pas y avoir de contact. Voilà, physique, c'est interdit. Pour de multiples raisons. Oui, pour raisons de sécurité, notamment. Exactement, notamment parce que, en se touchant, une femme ou un homme pourrait transmettre des objets dangereux aux détenus qui pourraient ensuite les faire rentrer en détention et commettre des violences, soit sur des surveillants pénitentiaires, soit sur d'autres co-détenus. Donc ces contacts au parloir sont interdits. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que les détenus aient droit à une vie privée, c'est un principe qui est constitutionnel, mais qui aussi est présent dans la Déclaration des droits de l'homme notamment, et la Convention européenne des droits de l'homme, il y a ces parloirs familles où effectivement Nordal Lelandais a pu bénéficier, a pu rencontrer une femme. Il a fait une demande. Il a fait une demande qui a été acceptée, et donc il a rencontré cette femme. Ils ont dû avoir des rapports sexuels, ce qui est autorisé dans ce cadre-là. Cette femme est tombée enceinte et elle a gardé cet enfant, et Nordal Lelandais est devenu père. Comment avez-vous réagi en apprenant l'information? Alors, on est parfaitement en ligne avec ma consoeur sur le principe et sur ce que vous expliquiez à l'instant. Oui. L'erreur, elle est normale, elle est humaine. De réagir sur un fait divers et de vouloir ensuite soit légiférer, soit durcir, soit changer un système, est une erreur endémique, pratiquement structurelle, facile, que commettent beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques d'ailleurs. Oui. Ça fait une vingtaine d'années, on gère le fait divers, et puis on modifiera le code pénal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite, mais qui n'est pas inutile pour les gens qui nous entendent, on a un code pénal et un code de procédure pénale qui sont illisibles. Illisible, parce que fait de modifications microscopiques sur des faits divers, cause d'aggravation si vous agressez une personne dans un bus, parce qu'il fallait protéger, c'était légitime, les personnes qui conduisaient les bus. Donc là, vous avez une cause d'aggravation qui vous amène, si vous mettez une gifle à un conducteur de bus, au tribunal correctionnel, alors que si vous mettez une gifle au même conducteur, mais à l'extérieur, hors de ses fonctions, vous allez tout simplement devant le tribunal de police, une simple contravention. Vous voyez l'absurdité du système. Oui, l'absurde. Et on pourrait décliner comme ça infiniment. Donc raisonner sur un fait divers est évidemment une aberration.
un raccourci, et je vais être un peu dur, mais un raccourci facile dans lequel sombre trop souvent notre classe politique depuis une vingtaine d'années. Et médiatique. Je encouragé, c'est vrai, tout à fait exact. Mais c'est facile d'aller satisfaire Madame X, Monsieur Y, faire de la compassion à bon compte, qui n'est rien d'autre que de la récupération électorale. Voilà. Maintenant, sur la question que vous posiez à l'instant, je suis tout à fait en ligne, c'est évidemment prévu. Il y a un bémol toutefois, mais je parle sous votre contrôle parce que j'ai pas non plus regardé plus avant. Il me semble, en l'occurrence, qu'il n'avait pas bénéficié d'un permis de visite famille, mais que c'était un permis de visite classique. C'est-à-dire que normalement, il n'y aurait pas dû hors de contact. Mais c'est sous réserve de ne pas m'être trompé. Oui. Et c'est ce qui a un peu pimenté, je dirais, le débat. D'accord. Et voilà. D'accord. Bon. Mais élargissons un peu le débat. Bon, le cas Nordal-Lelandais, évidemment, la famille... Évidemment, colère de la famille des victimes de Nordal-Lelandais. Nos enfants, eux, n'ont pas eu le droit de vivre. Ben oui, je comprends cette colère. Hein. Mais est-ce que Nordal-Lelandais ne doit pas avoir le droit d'avoir une vie sexuelle? Moi, je pose la question. Alors, effectivement, les enfants des familles des victimes n'ont pas eu le droit de vivre. C'est vrai. C'est souvent un argument qu'on entend médiatiquement, parce qu'on l'entend moins dans les cours d'assises, voire dans les tribunaux correctionnels. Effectivement, c'est pas un argument qui, en matière judiciaire... Parce que les médias s'en emparent. Exactement. Pourquoi? Pas parce que ça fait du buzz et puis ça fait de l'audience. Vous savez comment ça marche. Exactement. Alors, Nordal-Lelandais, il vit. Oui. Il vit parce qu'il a été condamné et que dans notre pays, fort heureusement, on a supprimé la peine de mort. Donc Nordal-Lelandais, il vit, mais il vit en prison. Dites-moi, au départ, il vit en prison aujourd'hui. Compte tenu de ses condamnations, il ne sortira jamais de prison? Alors, en fait, il y a une peine de sûreté, hein. C'est très compliqué. Ça aussi... Expliquez comment. Voilà. Alors, Nordal-Lelandais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut surtout pas dire que dans 22 ans, il sera dehors. Voilà. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Ah oui, dans 22 ans, Nordal-Lelandais ne sera pas dehors. Non. Alors, ni dans 15 ans, d'ailleurs. Il y a juridiquement, et ma consoeur l'explique très clairement, 22 ans, ça veut dire que pendant 22 ans, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc pendant 22 ans, vous les faites. Exactement. Qu'est-ce qui se passe au bout de 22 ans? Il n'y a pas de sortie automatique. Au bout de 22 ans, il a seulement le droit de faire une demande de sortie, en réalité. Voilà. Mais il va falloir passer un parcours qui est quasiment un parcours du combattant, encore plus dans sa situation, avec des psychologues, des psychiatres, l'avis des familles des victimes. C'est un tribunal d'application des peines, c'est pas simplement un juge d'application des peines. C'est un tribunal d'application des peines. Il y a un contrôle qui est beaucoup plus lourd et médiatiquement, ça a été plus que couvert. Oui, parce que c'est un sujet. Il y a des condamnés qui sont en prison depuis plus de 22 ans en France. Mais bien sûr, on a des condamnés qui meurent en détention. Il faut le rappeler, qui meurent en prison. Il faut le rappeler. La peine de sûreté, c'est pas vous faites 22 ans et ensuite, le premier jour de la 23e année, vous prenez votre petit baluchon et on vous ouvre les portes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ça se passe absolument pas comme ça. C'est effectivement sur des condamnations comme ça, avec des vies qui sont parties. Ce sont des parcours du combattant, ne serait-ce que de pouvoir avoir une journée ensuite pour sortir et ensuite d'être totalement remis en liberté. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. À l'heure actuelle, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a peu de chance. On verra après dans 22 ans, dans 30 ans, dans 35 ans, dans 40 ans. Je n'en sais rien. Voilà, il peut aussi sortir à 85 ans parce qu'il a un cancer au stade terminal et qu'on le laisse passer les 15 derniers jours de sa vie dans un hôpital. Bon... À l'heure actuelle, très clairement, il y a 22 ans et on verra dans 22 ans, mais à mon avis, vu la gravité des faits, il a été condamné 3 fois, si je peux me permettre. Il vient d'être condamné à 1 an. Pour agression sexuelle par le tribunal correctionnel. Donc voilà, on a quand même 3 condamnations assez graves quand même. Mais il vit, Nordal-Lelandais. Mais comme les autres détenus, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nordal-Lelandais est un cas médiatique. Mais des hommes qui ont tué des enfants, qui ont tué des femmes, qui ont tué des hommes, il y en a. Ils sont condamnés par les cours d'assises régulièrement. Donc, ils sont en détention. Et ils vivent en détention. Et la sortie, il faut quand même comprendre que la sortie, parce que là aussi, il y a un raccourci facile dans lequel sombrent effectivement parfois les médias, parfois aussi la classe politique d'ailleurs, selon l'intérêt politique du moment. Évidemment. Et puis selon l'individu qui est concerné. C'est-à-dire qu'en clair, faut dire les choses. Quand on a certains cols blancs qui sont condamnés, d'ailleurs de manière assez légère, avec du sursis, on trouve déjà ça dur ou scandaleux dans certains milieux. Bon. Même appréciation quand c'est Monsieur Dupont, Madame Durand ou plus encore quelqu'un de la cité, on trouve ça pas assez dur. Vous voyez, donc l'appréciation sur la dureté d'une sanction pénale, souvent malheureusement, elle étalonne du programme politique immédiat de celui qui se prononce. Entendons-nous. Cette précaution prise, ma consoeur a tout à fait raison, dans 22 ans, il ne sortira pas. Quand vous allez, si d'ailleurs je me place dans la position de l'avocat qui va le défendre, qui va présenter son dossier, si toutefois il a un avocat à ce moment-là, devant le tribunal d'application des peines, ça va être costaud.
Oui, j'ai compris. Ça va être costaud. Autant vous dire que si c'était demandé, je dirais laissez passer 5-6 ans après 22 ans, parce que de toute façon, ça vous sera refusé. Bien, il est 43, nous allons observer une première pause, mais je vais élargir le débat à la vie sexuelle en prison, parce que c'est une vraie question. 9h43, vous êtes sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47, la vie sexuelle en prison. On ne sait pas grand-chose. Vous parliez tout à l'heure des UVF, les unités de vie familiale. Vous disiez qu'il était interdit pour un détenu d'avoir un contact, un rapport sexuel avec quelqu'un qui vient lui rendre visite. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça existe. Bien sûr. Ça existe. Alors, ça existe, c'est pas facile. Ce qu'il faut savoir... que le surveillant de prison détourne les yeux. Alors, Parfois. Ce qu'il faut savoir, en fait, comment c'est concrètement un parloir. C'est un petit peu comme nous, les avocats. C'est-à-dire que ce sont des petites salles, les familles attendent à l'entrée, ensuite elles rentrent, elles sont fouillées. Et ensuite, les détenus arrivent dans une toute petite salle qui fait généralement 3-4 mètres carrés, ou sur laquelle il n'y a pas de fenêtre, il y a une table, il y a en général 2 chaises. Dans certaines prisons, les chaises sont attachées au sol. Et puis, en fait, les familles rentrent et donc, en principe, il n'y a pas de contact. Ces parloirs, parfois, peuvent être évidemment vidéosurveillés, mais à l'intérieur, ne le sont pas. Qu'est-ce qui peut se passer ? Effectivement, il peut y avoir un rapport sexuel très rapide. Les surveillants pénitentiaires, on a aussi une crise dans l'administration pénitentiaire. Il n'y en a pas un derrière chaque porte, c'est pas possible. Voilà. Et donc, vous évitez les incidents. Voilà. Oui. C'est à bon compte. Ça calme. Ça calme le détenu. Exactement. Si je puis dire. Évidemment. Si vous avez une population de détenus, si on parle de la masse, pas des exceptions comme Nordal-Lelandais, ils ont en général autour de 20 ans, sont souvent des hommes, donc de jeunes hommes, sexuellement particulièrement actifs. Donc à un moment où, objectivement, physiologiquement, ça crée une tension terrible dans les prisons, à tourner en rond pendant 22 heures dans sa prison. Il faut parler d'un autre problème, puisque vous évoquez un sujet intéressant. Il y a 2 façons d'appréhender la chose. L'autorisation de, la tolérance de, et la solution de l'interdiction, qui est théorique. C'est-à-dire qu'en pratique, ça l'est pas toujours. En théorie, ça l'est. Quelle est la conséquence de ça ? Parce qu'on se dit, oui, mais après tout, ça ne doit pas être un lupanar, ils ne doivent pas s'amuser comme ils veulent, et j'entends l'argument. Mais la conséquence, c'est que dedans, vous avez des viols endémiques, c'est-à-dire viols sur des détenus, c'est très régulier, c'est même malheureux. Là aussi, on détourne le regard, on enferme les types par 5 dans les douches, on les laisse prendre des douches, et le surveillant, soit par manque de moyens, soit par manque de courage, mais on peut le comprendre, ce manque de courage, il n'a pas envie de prendre un coup de... Bien sûr. Ou d'être ciblé par la suite, parce qu'ils peuvent l'être aussi, eh bien on laisse faire. Et ce qui se passe pendant la demi-heure de douche hebdomadaire, parce qu'il n'y en a pas tous les jours, ou 2 bi-hebdomadaires généralement, eh ben, on ferme les yeux. Oui, on ferme les yeux. Oui, le sexe, c'est un tabou, en fait, en détention. C'est un tabou au parloir, mais en fait, c'est un tabou entre les murs aussi et dans les cellules. Il faut le comprendre. D'abord, parler avec humanité des détenus, ça fait pas de nous des complices de leurs actes. Ça, c'est important de le comprendre. Les détenus, quand ils sont à 3 ou à 4 dans des cellules de 12 mètres carrés, 13 mètres carrés, voire 15 mètres carrés à plusieurs, et qu'ils ont une envie qui peut arriver à tout le monde, c'est une honte. On ne peut pas faire ça devant ses co-détenus. Il n'y a pas d'intimité dans les cellules. Il n'y en a pas. Si à tout hasard, il y a des toilettes et des douches dans la cellule, ça n'est pas une porte comme nous, on en voit tous les jours. Ce sont des portes coupées en bas et coupées en haut pour que les détenus évitent de se pendre ou d'être retrouvés par terre, donc par sécurité. Il n'y a aucune intimité. Quand il y a des portes. Parce que souvent, ils tirent eux-mêmes un linge pour créer cette fausse intimité. Et souvent, il n'y a pas de porte dans certaines cellules. Vous allez aux toilettes dans 9 mètres carrés à peu près. Vous êtes 3. Vous êtes 3. Donc quand vous voulez, par exemple, et on va utiliser les termes, vous masturbez quand vous êtes un homme, il n'y a pas d'intimité, c'est quelque chose qui rajoute de l'humiliation à l'humiliation. On peut tout à fait traiter les détenus, et d'ailleurs c'est le sens en principe de nos textes, avec dignité, sans avoir besoin de les humilier. Et je crois sincèrement que le débat sur le sexe en prison doit se tenir. Pourquoi ? Parce qu'il se tient dans d'autres pays européens. Et en France, c'est un tabou absolu. Comme si en plus, il fallait priver le détenu du moindre désir, y compris sexuel. Oui, ça sert parce à que quoi ? Le danger, c'est d'encourager la frustration sexuelle. Exactement. Et la violence. Et la violence. Et alors les statistiques, apparemment, j'ai lu rapidement, mais sur les essais faits en France dans les prisons où on a... aborder le sujet de manière plus ouverte, en permettant effectivement d'avoir un moyen, une fenêtre
de tir, de possibilités ouvertes aux familles de se rencontrer dans l'intimité, donc de recréer un tout petit peu de vie intime et de vie familiale avec l'extérieur. Et bien dans ces prisons-là, on a constaté un effondrement des violences et un effondrement des viols. Et il faut aussi comprendre que le détenu, parfois, a une famille qui n'y peut rien. C'est-à-dire que, en plus, une femme dont le mari est en détention, dans l'immense majorité des cas, le soutient. Voilà, c'est comme ça, on le voit nous. Ce sont aussi nos relais en tant qu'avocat à l'extérieur quand on a un client homme qui est détenu. Dans la majorité des cas, la femme soutient son mari. Dans l'immense majorité des cas. En tout cas, moi, de ce que j'ai constaté dans ça. Oui. Parce qu'il y a aussi l'inverse. Il y a aussi l'inverse. Exactement, mais il y a des femmes détenues. Il y a les mêmes constats de violence sexuelle. Même constats de violence sexuelle dans les prisons pour femmes. Dans les prisons pour femmes. Les femmes, c'est encore, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est encore plus compliqué parce qu'on le sait. Hein. Moi, je défends beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais les rares femmes qui nous en parlent, parce que c'est très rare, nos clients ne nous parlent absolument pas de cela. C'est un tabou en prison, c'est un tabou y compris avec l'avocat en qui on a confiance. On n'ose même pas parler de ça. C'est quand même pas normal. Voilà. Et c'est vrai que les femmes vivent exactement la même chose. Il y a aussi autant de violence dans les centres féminins de détention. C'est une question qu'on doit poser. Bien sûr, exactement. Mais de manière générale, donc homme ou femme, la question aussi qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on veut faire des personnes qui sont détenues ? Qu'est-ce que l'on veut obtenir de la détention ? Alors je comprends parfaitement que ça ne doit pas être un club med, et ça l'est pas. Que les gens soient rassurés, c'est même tellement catastrophique que la France est condamnée régulièrement par la CEDH pour les conditions de détention, qui sont non compatible, indigne, et non compatible avec la dignité humaine. Donc c'est pour vous dire que c'est loin d'être un club med. Hein. C'est pas parce qu'il y a une PlayStation ou une télé qui tourne 22 heures sur 24 que vous êtes bien. Vous êtes 3 par des cellules de 2, vous tournez en rond, il n'y a pas d'activité. Quand vous voulez vous inscrire aux activités, vous les avez pas parce qu'il n'y en a pas assez. La télé et la PlayStation, tout ça, ça se paye par les détenus. En plus, ça n'est pas gratuit. Il y a beaucoup d'argent qui se fait sur le dos des détenus. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais intéressant effectivement. Mais à la fin de la journée, puisqu'on parle ici de la vie intime en prison, de la possibilité de leur permettre d'avoir un minima, un peu de vie sexuelle à l'extérieur, ou avec l'extérieur et leur famille. Quand ils ressortent, parce qu'ils ressortent, ces gens-là, à un moment donné. Oui. Ils ressortent. Est-ce que l'on veut un type qui était violé en prison à plusieurs reprises, et que l'administration pénitentiaire a fermé les yeux, parce qu'elle aura fermé les yeux, et qu'il n'y aura pas de poursuite, ou très peu, à qui particulièrement quand vous êtes poursuivi pour des faits de mœurs. Donc, vous êtes accusé de viol, vous êtes condamné, ou des agressions sexuelles. On va prendre l'exemple d'une agression sexuelle. Vous êtes violé en prison parce que l'agression sexuelle concerne une mineure, ou vous avez eu la réputation d'avoir touché une mineure, vrai ou pas. Vous êtes violé à plusieurs reprises. Rien ne se passe. Évidemment, l'enquête aboutit pas, il n'y a pas de preuves, voire même, vous déposez pas plainte parce que vous n'avez pas envie de vous faire suriner dans les douches. En plus, parce que vous pouvez aussi y passer. Donc, vous taisez. Vous sortez de là comment ? Quel est l'état de l'individu qui est relâché après ? On l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour une agression sexuelle, il sort violé et personne ne dit rien. Voire même, c'est bien fait pour toi. Mais c'est surtout qu'on parle de criminels, mais enfin, l'immense majorité des établissements pénitentiaires emprisonnent des délinquants qui ont commis des délits, hein, c'est-à-dire qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour tout un tas d'infractions, pas forcément sexuelles. Par exemple, quelqu'un qui a roulé 15 fois sans permis, quelqu'un qui a... Non, mais c'est ça. Et ces profils-là, qui ont commis des infractions, par exemple, qui ne sont pas des violences physiques sur quelqu'un, et qui sont incarcérés pendant 2, 3, 4 ans, et qui vivent dans ces conditions-là, et qui ne peuvent pas avoir de vie intime. Comment ils ressortent, donc, ces gens-là ? Donc il faut favoriser les rencontres, vous pensez Je crois que la loi, effectivement... autoriser une vie sexuelle en tout prison. Cas, concrétiser ce que prévoit la loi, en fait, et de permettre à ces détenus, quels qu'ils soient, parce que je le répète, Nordal-Lelandais n'est pas une exception, quels qu'ils soient, d'avoir une vie intime. Alors à propos de Nordal-Lelandais, je pense aussi à son fils ou sa fille. Plus tard, qui vivra avec un père qui ne connaîtra qu'à travers le parloir. Je pense que autoriser des rencontres dans le cadre de la prison, entre ces détenus extrêmes, je dirais, condamnés à de très très lourdes peines, et leurs enfants, me paraît nécessaire aussi. Pour le calme même de la prison. Alors d'abord parce que les enfants doivent pouvoir entretenir des liens avec leurs parents, quels que soient leurs parents. Ça paraît logique. Quels que soient leurs parents. Mais effectivement, là encore, c'est un petit peu la paix en détention. Voilà. Après, c'est individuel. Moi, j'ai dans ma clientèle des hommes qui refusent de voir leurs enfants en détention parce qu'ils estiment que ça n'est pas la place d'enfants en bas âge. Il y a des mères et des pères, parce que
voilà, c'est comme ça qu'il faut les nommer, qui veulent ces rencontres-là parce qu'effectivement, ces enfants doivent pouvoir savoir qui est leur père ou leur mère, parce que la question des femmes aussi se pose. En tout cas, il faut que cela soit prévu. Charge après et responsabilité à ces parents, dont l'un est détenu, de prendre des décisions qu'ils estiment être les meilleures pour ces enfants qui naissent parfois en détention, qui naissent parfois avant, voire qui naissent au moment de la sortie et qui sont aussi dans des conditions particulières parce que lorsque quelqu'un sort de détention après de longues années dans ces conditions-là, y compris de désert sexuel, appelons les choses comme elles sont, c'est aussi très délicat le moment de la sortie. Il y a un sujet qu'on pourrait aborder un jour, c'est le traitement aussi, le suivi psychiatrique et psychologique en prison, parce que c'est parallèle de tout ça. Bien sûr. C'est là qu'est l'expérience. Merci à tous les deux. C'était passionnant, c'est un sujet passionnant. Il est 9h56, tout de suite Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent l'hypnotiseur Mesmer. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.